Bonjour à tous, merci de cette invitation, je suis ravie d'être là avec vous. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu le type de recherche que je fais, ce qu'on fait. Voilà, c'est pas exhaustif, ça sera semi-technique, mais c'est plus pour vous donner l'idée des problématiques et de ce qui existe et comment tout ça a évolué depuis que je travaille dans ce domaine. Alors, peut-être juste pour les jeunes qui connaissent pas trop, ou peut-être les vieux qui ont oublié, TIMC, donc c'est un des labos grenoblois, et cette activité a été créée par Jacques de Mongeau et Philippe Cinquin dans le début des années 80. Donc leur particularité à tous les deux, c'était d'avoir une formation initiale en maths appliquée, ils sont tous les deux un doctorat en maths appliquée, et d'être médecins également. Et donc, au début des années 80, le doyen de la faculté de médecine, le professeur Sarrazin, s'est dit que c'était important de faire travailler ensemble des médecins et des ingénieurs, avec des guillemets, hein, ils mettent un peu, il y a plein de choses qui s'appellent ingénieurs, des chercheurs dans le numérique, on ne parlait pas de ça comme ça à l'époque, pour un petit peu inventer la médecine de demain. Donc c'est comme ça que l'activité a été créée et que Philippe Cinquin a lancé spécifiquement les applications de chirurgie assistée par ordinateur. Alors, moi je suis arrivée dans cette histoire dans les années 90, en 90 exactement. Je venais du laboratoire LIFIA qui faisait l'informatique fondamentale et de l'intelligence artificielle, où je faisais de la robotique pas du tout médicale. Et je suis allée passer un an, alors pour des raisons que je vous passe, parce que sinon on est passé après-midi, mais je suis venue passer un an à TIMC et j'ai découvert la robotique médicale et au bout d'un an, j'ai commencé à comprendre ce que faisaient les gens. Quand ils parlaient avec des termes médicaux, je commençais à comprendre, donc je me suis dit je vais rester une deuxième année. Et puis au bout de 2 ans, j'ai vraiment décidé de changer complètement de thématique, parce que la robotique que je faisais avant n'avait rien à voir avec celle que je me suis mise à faire à TIMC. Donc voilà, c'était le début de l'histoire. Donc à l'heure actuelle, TIMC existe toujours, voilà, 300 personnes. Le directeur Alexandre Moreau-Gaudry, qui est un NCMAC de formation et qui est médecin aussi. Et puis ma chef d'équipe, Sandrine Voros, qui est DR INSERM. Alors robotique en médecine, ça peut être plein de choses, c'est super large. Ça peut aider des patients, ça peut aider des soignants dans de la rééducation, pour faire de la téléprésence, ça peut aider pour faire de la logistique, pour par exemple manipuler des instruments, pour faire de la stérilisation, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté intervention, donc on va aider un chirurgien, un radiologue interventionnel, un radiothérapeute, à faire quelque chose sur le patient, quoi. Il y a une notion instrumentale qui va intervenir là-dedans. Donc on va se focaliser sur cette chose-là. Alors, et mes diapos sont en anglais, au cas où vous n'auriez pas vu encore. Donc je m'en excuse, mais j'ai recyclé un exposé, et voilà. Alors, comment est-ce que vous imaginez un robot qui fait une intervention à l'hôpital ? Est-ce que vous voyez plutôt un robot Android qui vient vous ausculter? Est-ce que vous voyez plutôt une espèce d'hôpital automatisé où on vous palpe, on vous ausculte, on vous passe à travers des capteurs, on vous ponctionne? Ou bien est-ce que c'est plutôt Asimov, des petits dispositifs ultra miniaturisés qui vont dans le corps du patient? Et bien en fait, c'est un petit peu tout ça. La robotique médicale, c'est à la fois une aide à l'opérateur, dans la réalisation de quelque chose pour le diagnostic ou la thérapie. C'est également quelque chose qui est très intégré à un process où il y a, alors c'est très protocolisé la médecine, mais il y a des flux d'informations qui sont très importants et de plus en plus évidemment. Et puis il y a tout l'aspect instrumental où la robotique trouve complètement sa place également. Donc dans la robotique médicale, il y a un peu de tout ça. Des fois, il y a plus d'un truc que de l'autre, donc on va avoir un petit peu des exemples. Alors ce domaine-là, en fait, son histoire, oui, ça a commencé dans le début des années 80. Alors nous, on dit gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur, pour résumer un peu, pour dire que c'est pas que de la robotique, hein, et on va le voir. Et donc ça a été un petit peu un domaine qui était à la convergence de plein de disciplines et qui ont évolué à travers les siècles, voire les millénaires, hein, par exemple la médecine. Et puis évidemment, les sciences, la physique a permis
d'apporter vraiment des moyens spécifiques d'imagerie. L'informatique est venue potentialiser tout ça, permettre de reconstruire des choses en 3D, etc. Et puis évidemment, la mécanique, la robotique sont venus se mêler à tout ça. Et vous voyez que finalement tout ça c'est quand même aussi assez près de nous, parce que la première image de scanner sur un patient c'est 1971. Alors pour les plus jeunes ça vous semble sans doute il y a longtemps, mais au niveau d'une science c'est quand même assez récent. Et donc vous voyez qu'il a fallu à peine 10 ans pour que ces images numériques tridimensionnelles, elles entrent dans les blocs opératoires. Alors justement ces premières étapes de la robotique chirurgicale, et Grenoble a été vraiment très précurseur là-dedans, c'était pour ce qu'on appelle la neurochirurgie stéréotaxique. Donc on va accéder à des structures cérébrales par des petits orifices, donc c'est mini-invasif, on fait un petit trou de 3 mm et on va introduire un outil, soit quelque chose pour faire une biopsie ou quelque chose pour mettre une électrode, pour mesurer ou stimuler une région cérébrale. Et toute la problématique va être de faire le trou. Déjà, il faut planifier la bonne trajectoire pour ne pas léser des structures cérébrales sensibles, ne pas passer à travers des vaisseaux sanguins, etc., etc. Donc il y a tout un aspect planification à partir de l'imagerie. Et puis après, eh bien, il faut faire ce truc-là sur la tête du patient au moment où il est là, voilà, dans la position où il est. Et donc, traditionnellement, il y avait un moyen qui s'appelait les cadres stéréotaxiques, donc c'est ce que vous voyez en haut milieu, les cadres stéréotaxiques, qui sont des moyens de repérage et d'immobilisation des patients. Et donc, petit à petit, les gens se sont mis à vouloir robotiser tout ça. Donc la première référence, la Cal et compagnie, de 85, c'était déjà c'était des cadres stéréotaxiques conventionnels qui étaient robotisés et liés avec l'imagerie numérique pour que le truc mette un faisceau laser au bon endroit pour montrer une trajectoire. Alors ça a eu moins de retentissement que les travaux où c'était des robots industriels qui étaient emmenés dans un bloc opératoire. Donc notamment Kuo et Al en 88. Je crois que leur premier patient, c'était en 85 par là. C'était un robot industriel, un petit robot Puma qui était utilisé, qui était calibré par rapport à l'imagerie scanner, qui permettait justement de faire le lien entre le planning et la réalisation de la trajectoire. Et puis à Grenoble, donc La Vallée et compagnie, 89. Alors 89, c'est sa thèse. Et je crois que c'est aussi le premier patient qui a été opéré au moyen de ce dispositif, où là, en fait, le robot ne fait pas la chose, mais il positionne un guide mécanique sur lequel le chirurgien peut s'appuyer pour faire la trajectoire. D'accord ? Alors, à l'autre extrémité, il y a par exemple la référence de Glauser, c'était des gens de l'EPFL, où là le robot faisait tout, c'était une espèce d'automatisme. Dans ma diapo d'avant, l'usine, le bloc opératoire du futur, c'était un petit peu ça, le robot. Non seulement il y avait la planification et tout ça, mais après le robot, il réalisait la perforation du crâne, l'introduction de l'outil. Ce système a été évalué, mais n'a pas été utilisé très longtemps, contrairement notamment à celui développé à Grenoble. Donc vous voyez, sur cette diapo, alors, on voit que déjà à la même question, il y avait plein de réponses différentes, avec des technos tout à fait différentes, et puis avec une appréhension de l'interaction entre l'utilisateur médecin et le robot tout à fait variable. Donc c'était soit très automatique, soit intermédiaire, et le truc que j'ai pas mentionné, c'est Watanabe. Alors c'est un bras robotisé qui n'est pas un robot, c'est un moyen de mesure, et donc là c'est ce qu'on appelle la navigation chirurgicale, c'est le GPS du chirurgien, ça dit où sont les outils, mais après le chirurgien fait ce qu'il veut avec cette information. Donc vous voyez une variété vraiment de types d'assistance, et c'est ce qu'on verra dans l'existant actuel. Alors mettre un robot au bloc opératoire, pourquoi faire ? Parce que c'est quand même très compliqué. Un bloc, vous êtes sans doute tous allés, mais c'est très contraint en place, c'est contraint par des protocoles, par des conditions d'asepsie, de choses comme ça. Et donc, ce qui est vraiment intéressant dans le robot, et il me semble que c'était vraiment ça l'idée de base dans les applications qu'on a vues là, c'était que le robot, c'est un système physique, mais qui est en lien avec le numérique, et donc qui peut matérialiser finalement un planning opératoire.
Donc soit il matérialise au point de le faire lui-même, soit il matérialise en montrant un guide, en contraignant le geste du clinicien. Donc ça c'était je dirais, c'est finalement la raison première de faire, plus que la précision vraiment en tant que telle. Alors après, il y a plein d'autres systèmes. Vous pouvez avoir des tâches complexes d'un point de vue géométrique. Par exemple, quand on usine une cavité osseuse pour mettre une prothèse, donc là, le robot, c'est vraiment la transposition de la robotique dans l'industrie mécanique. On va usiner un os à la forme de la prothèse, à l'endroit qu'il faut pour que, quand on met la prothèse, la personne marche comme il faut, ce qui est quand même le minimum. Donc ça, c'était vraiment des travaux précurseurs. Après, un robot, ça permet de porter des trucs lourds. Là, on a des exemples. Ça peut fournir une troisième main. Donc là, par exemple, c'est un système qu'on a développé à Grenoble qui est un robot portendoscope. C'est le petit truc au milieu, entre les deux mains du chirurgien. Et c'est commandé à la voix. Ça peut contraindre les trajectoires d'outils, comme ce que je vous ai montré juste avant pour la neurochir. Ça peut permettre de faire des choses très, très fines en précision manuelle ou en force. Par exemple, si vous faites de la microchirurgie, la précision de la main est quand même limitée. Donc si vous faites des trucs sur les petits osselets là, dans l'oreille, ça commence à être compliqué. Donc le robot amène cette chose-là. Après, il y a des choses qui sont aussi intéressantes, c'est la capacité à se synchroniser avec un signal extérieur et, par exemple, à suivre un organe. Alors, le système que je vous ai mis, là, c'est un système robotisé commercial, développé initialement à Stanford, où la problématique, c'est la radiothérapie des patients. Donc, on va les irradier avec des faisceaux orientés pour atteindre une cible qui est une tumeur en général. Et évidemment, par exemple, si c'est dans les poumons ou dans le foie, les organes bougent avec la respiration. Donc, comme l'irradiation, elle dure quelques dizaines de secondes, et vous voyez que la cible, elle fait comme ça. Et ce système-là, moyennant des capteurs qu'il faut et des modèles qu'il faut avec, est capable de suivre la respiration du patient et d'adapter les faisceaux, leur position, à la respiration et à la position de l'organe. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité en boucle fermée qui est très intéressante d'asservissement visuel. Et puis enfin, le robot, il peut aussi agir là où c'est inconfortable pour l'homme, s'il y a des radiations, si c'est loin, si c'est biologiquement contaminé, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et enfin, il y a toute une gamme d'applications très intéressantes dès lors qu'on peut mettre de petits robots dans le corps humain. D'accord ? Donc si on va miniaturiser, cette illustration, c'est un chercheur de l'ETHZ, Brad Nelson, qui développe des systèmes pilotés magnétiquement. Et là, c'est un petit système dans un œil. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aller injecter, par exemple, quelque chose dans une veine de la rétine. Donc vous voyez, alors ce que j'aime bien aussi dans cette image, c'est que non seulement on voit la variété des applications, du type de contribution du robot, mais aussi vous voyez la variété des architectures de robots. Il y a du très gros, du très petit, du minuscule, et puis plein de modes d'interaction différents. Donc vraiment, il y a une grande variété. À minima, au point de vue de la recherche, peut-être on verra après, mais du point de vue après industriel, c'est pas forcément la même histoire. Alors, tout ça, ça a évolué. Donc on est parti, vous avez vu les premiers robots, c'était basiquement en neurochir, c'était des robots qui étaient des robots de type industriel, qui avaient été faits pour l'assemblage ou je ne sais quoi, et on les médicalisait pour qu'ils soient utilisables dans le domaine clinique. Il y avait des présupposés sur le fait que les structures anatomiques ne bougeaient pas, qu'on pouvait tout pré-planifier. Et évidemment, tout ça a évolué avec le temps. Donc les architectures de robots, les modes de contrôle et puis également les types d'applications cliniques. Donc en termes d'applications, il y a à peu près tout maintenant. Donc on est parti beaucoup focalisé sur la chirurgie. D'abord, c'était plutôt pour justement des trucs qui étaient rigides, ou vous allez me dire un cerveau, c'est pas très rigide, mais quand
on fait de la neurochirurgie stéréotaxique, on fait un petit trou de 3 mm, on considère que c'est rigide. Hein. Mais après, il y a eu plein d'autres applications où on s'intéressait au tissu mou. Et avec l'apparition des chirurgies telles que la chirurgie laparoscopique, alors je ne sais pas à quel point vous êtes familier, mais ce sont ces interventions où, au lieu de vous ouvrir le corps de manière un peu invasive, on va faire des petits trous, passer des instruments, passer une optique, et donc c'est mini-invasif. Donc c'est super pour le patient, mais évidemment c'est moins confortable pour le chirurgien, puisque d'abord ses degrés de liberté sont réduits, il a moins de dextérité, et puis il a moins de perception. Il voit à travers des images de caméra qui ont été pendant longtemps 2D, qui sont maintenant un peu de 3D, mais pas tant que ça. Et puis, eh ben, il perd la perception tactile, et comme il passe par un point d'entrée, il perd à minima 2 degrés de liberté. Donc c'est pour ça qu'on est allé rajouter des aides en termes de capteurs et en termes de robotisation. Et puis, plus le temps a passé, plus on est devenu mini-invasif. Donc maintenant, non seulement on fait quelques petits trous, mais des fois on n'en fait plus qu'un. Donc on passe tous les instruments qui sont tout tarabiscotés par un seul endroit. Donc c'est encore plus difficile à manipuler. On passe même par ce qu'on appelle le NOTS, on passe par les orifices naturels. Par exemple, on passe par l'estomac pour aller dans une zone plus interne. Et puis, in fine, on a tout ce qui est endoluminal, donc là où on passe par les artères, par les bronches, donc vous voyez, par des conduits qui sont des tubes, pas très grands, très arborescents, dont l'architecture varie d'un patient à un autre, hein, bien évidemment, et donc on a des besoins d'assistance pour ce type de geste. Et comme j'ai dit, on a d'autres applications comme la radiothérapie, donc qu'elle soit externe, comme ce qu'on a vu, ou bien interne, on en verra un exemple après. Et toutes les applications qu'on appelle de radiologie interventionnelle, où finalement vous faites un geste sous contrôle d'une radio, d'une échographie, d'une IRM, et c'est très mini-invasif. Et donc du coup, là encore, on a besoin d'assistance. Alors, du point de vue de la conception de robots, de leur architecture, qu'est-ce qui prévaut? Évidemment, il y a le type de tâche que vous voulez, donc il définit un espace de travail, un nombre de degrés de liberté, des forces, quoi, des intervalles de force, précision, etc. Et après, vous pouvez avoir vraiment des besoins spécifiques. Par exemple, si c'est un robot qui doit être dans une IRM, vous savez qu'un IRM, c'est un gros aimant, donc il faut qu'il n'y ait pas de métal, pas de truc ferromagnétique dans votre robot. Donc ça, c'est un peu plus compliqué pour l'actionnement. Et puis après, vous avez plein d'autres choix. Alors, ce qui fait qu'on choisit un truc ou un autre, c'est quand même très subjectif, on va dire. Ça peut être des trucs qui veulent, comment dire, atteindre une certaine généricité, ou bien vous voulez quelque chose d'assez petit parce que ça sera peut-être plus facile à intégrer, etc., etc. Donc je vous ai juste donné quelques exemples. Alors le robot qui est super connu parce que ça a été je pense, le plus grand succès industriel dans le domaine, qui s'appelle le robot Da Vinci. Donc vous voyez, c'est un système avec 4 bras. L'un porte un endoscope, donc une caméra stéréoscopique, et les 3 autres, je crois même qu'il y a des configurations, il y en a un de plus, c'est des instruments qui sont articulés, mais qui ont des degrés de liberté qui vous permettent vraiment, quand le système est dans le corps humain, vous avez encore des degrés de liberté que vous n'avez plus, sinon, si vous utilisez les instruments conventionnels. Donc c'est assez générique, mais c'est pour de la laparoscopie, mais ça permet de faire plein de choses. C'est à peu près une chaîne cinématique ouverte, vous voyez, le truc est sur le sol, c'est très gros, et ça se nettoie au sens de chirurgical. Après, vous pouvez avoir des choses plus originales. Par exemple, ça, c'est des travaux qui ont été faits par des collègues à iCube, à Strasbourg, où ce petit robot, c'est un robot pour introduire une aiguille, donc c'est 3 degrés de liberté. Et en fait, ce petit robot, il est en impression 3D. Donc, comme il doit être utilisé à l'IRM,
Il ne faut pas de métal, donc c'est des polymères pour l'impression 3D. Puis les actionnements, c'est soit pneumatique, soit des câbles. Et donc vous voyez, c'est vraiment très différent. Donc celui-là, c'est assez spécifique. Ça se met sur le patient, c'est tout petit, et puis ça peut même être jetable, puisque vous voyez, c'est un truc en impression 3D. Donc on voit le précédent, il coûte 3 millions d'euros. Là, vous voyez, ce n'est pas les mêmes gammes de philosophie de marché. Et puis, vous avez même des choses très innovantes. Alors, ce qui intéresse, excite beaucoup les gens dans notre domaine, c'est ce qu'on appelle les robots continus. Donc, vous voyez, notamment ce qu'on appelle les robots à tubes concentriques. Pour vous faire simple, c'est comme une antenne télescopique, sauf que les morceaux de l'antenne sont précontraints, ont une courbure précontrainte. Donc quand on sort une antenne, un morceau de l'antenne, elle va se précourber selon sa précontrainte. Et donc en jouant sur ces précontraintes et sur comment on translate ces différents morceaux de l'antenne, là que vous voyez, cette antenne courbée, eh bien, on peut avoir des trajectoires très compliquées et c'est très miniaturisable. D'accord ? Et ce truc-là, on peut même le faire patient spécifique. Alors, il y a toujours un gros robot qui va amener le bout qui est finalement un effecteur robotisé. Mais vous voyez, une des applications là, dont j'ai tiré cette image, c'était une application pour le rein, où dans le rein, vous avez plein de cavités avec des trajectoires. Quand on accède, c'est un peu compliqué pour les médecins. Et vous pouvez imaginer qu'à partir du scanner, vous pouvez concevoir le robot à tube concentrique qui va correspondre à une gamme d'anatomie du patient. D'accord ? Et donc là, c'est très patient spécifique, très opération spécifique. Et vous voyez, là encore, en termes de taille du système, etc., c'est très différent. Alors, les modes de contrôle, il y en a 3. Le truc le plus basique, c'est la téléopération. Hein, voilà, vous avez un joystick. Le gros robot Da Vinci dont je vous ai parlé, là, c'est téléopération. Donc, on a des joysticks assez élaborés où l'opérateur contrôle le bout des outils qui sont à l'intérieur du patient. Hein. Là, il y a une autre photo qui est mise. C'est pour une application en cardiologie. Vous voyez, il y a le gars a un système, je crois que c'est un Omega, qui est un système à retour d'effort. Et puis, de l'autre côté, il y a un robot assez simple qui insère un cathéter dans le patient. Et donc, c'est ce que contrôle à distance l'opérateur avec un retour d'effort. L'autre côté de la gamme, c'est d'avoir quelque chose complètement automatisé. Hein, par exemple, je vous ai dit, il y avait un exemple en orthopédie, là, pour aller usiner les prothèses de hanche, ou bien en neurochirurgie. Donc là, c'est plutôt, on fait un planning avant l'intervention, on télécharge le truc, voilà, et puis pendant l'intervention, le robot fait, alors il ne fait pas tout, mais il fait une séquence, et l'opérateur supervise. Et puis après, il y a les choses intermédiaires. Donc typiquement, c'était ce que je vous ai montré sur la neurochirurgie où il y avait un guide d'outils. Donc là, c'était assez rudimentaire. C'est l'architecture du robot qui contraignait cette trajectoire simple. Mais vous pouvez avoir des choses qu'on appelle des virtual features, quoi, des contraintes programmables où finalement le robot vous contraint à rester dans un espace autorisé. Donc, tant que vous déplacez votre outil dans cet espace, le robot vous laisse faire, mais quand vous arrivez près des frontières, eh bien, le robot va résister, voire va vous empêcher d'aller plus loin. D'accord ? Donc, c'est les 3 gammes de systèmes. Et puis après, si les organes bougent, par exemple, il y a, quand on a le système CyberKnife, c'est ce que je vous ai dit, on a besoin d'avoir un asservissement à des données opératoire en temps réel, donc avec de l'asservissement visuel, c'est un truc classique de la robotique. Téléopération, il y a aussi des choses un petit peu avancées. On peut imaginer que le système, par exemple, si vous faites une opération à cœur battant, qu'il y ait une partie du système qui compense finalement le battement du cœur pour donner l'impression à l'opérateur qu'il opère sur un truc qui est immobile. Donc il y a une côté téléopération vraiment qui va être basique, mais il peut y avoir une compensation de mouvement
Mais ça, c'est plutôt encore en termes de recherche. Alors, ce qui est important de se rappeler, je pense, c'est que, voilà, je vous ai vraiment parlé du robot, de son architecture et tout ça, mais tout ça, ça s'intègre dans une boucle plus large, et le robot, finalement, n'est que le côté instrumental des dispositifs, et il y a, comme je vous ai dit, c'est des applications où il y a des tonnes d'informations, donc on va avoir besoin de fusionner les informations qui viennent du patient, s'en servir pour, par exemple, on va voir mieux quelque chose sur une IRM et mieux une autre chose sur le scanner. Donc on aura les deux, il faudra les mettre ensemble de manière très quantifiée. Donc il y a tout un tas de fusions d'informations, plus ou moins automatiques. Et puis vous pouvez avoir tout un tas de connaissances a priori également qui interviennent pour planifier l'intervention de manière plus ou moins automatique. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et ce qui est super important dans notre domaine, c'est d'être capable de... Alors non seulement vous allez vérifier que votre truc est techniquement, comment dire, robuste et précis, et voilà, les fonctionnalités techniques que vous attendez, mais en plus, en général, donc il y a un but clinique, et donc il faut prouver que votre système est à minima équivalent aux autres dispositifs qui font la même chose, ou est supérieur. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la validation clinique. C'est un peu comme pour le médicament, et donc c'est très coûteux en sous et en temps, mais c'est hyper important. Il ne suffit pas de montrer que par exemple, votre robot usine une cavité osseuse au demi-millimètre. Il faut montrer que si vous avez utilisé le robot, eh ben, les prothèses des patients seront mieux posées, dureront plus longtemps, auront moins de problèmes qu'il y a classiquement avec les prothèses, etc. Donc ces aspects-là sont vraiment importants. Alors, du coup, je vais vous prendre une application pour illustrer un petit peu la complexité du truc. Et puis c'est une application sur laquelle j'ai pas mal travaillé pendant longtemps, donc il y a les différents aspects de robotique, etc., d'imagerie. Et c'est la curithérapie de la prostate. Donc, messieurs, vous avez une prostate, et donc il peut arriver qu'il y ait un cancer de la prostate. Et une des thérapies possibles pour les cancers qui sont assez localisés, c'est la curithérapie, c'est une radiothérapie où on met des grains radioactifs dans la prostate ou dans l'autre organe, hein, c'est utilisé pour d'autres pathologies, par exemple les cancers du col pour les femmes. Et donc on met des grains radioactifs qui vont détruire les tissus cancéreux et qui doivent vous guérir de votre cancer. Donc vous voyez sur ce petit dessin là-haut, alors je ne sais pas si on voit ma souris, oui, vous voyez ma souris là? Donc ces petits grains là, ils sont tout petits, ils font, je sais pas, 0,5 mm ou 0,8 par 5 mm, un truc comme ça. Et donc on les met de manière permanente dans la prostate du monsieur, que vous voyez ici. Et pour faire ça, on utilise une grille qui s'appelle un template, que vous voyez là, ça ressemble à une grille de bataille navale. Et on fait ça sous contrôle d'image échographique. Et donc là, vous voyez, ça c'est une échographie de la prostate, c'est cette chose-là, cette espèce de châtaigne. Et donc, pour planifier ça, ben, voilà, il y a des recommandations de la dose à déposer. Et du coup, on va déterminer un nombre de grains et leur position pour que la dose soit délivrée à l'organe malade, mais vous ne voulez pas brûler des choses qui ne sont pas malades. Donc vous voyez, des contraintes, c'est un problème d'optimisation sous contrainte. C'est vous voulez déposer telle dose dans telle zone de manière assez homogène, et puis sur par exemple l'urètre, qui est le tuyau qui passe dans la prostate, ou le rectum ou la vessie, vous avez des contraintes de dose maximale. Et donc il faut trouver le nombre et la position des grains qui correspondent à ça. Et en fait tout ça est quand même assez manuel. Et long.
Et il y a plein d'indéterminations, et in fine, alors normalement, ça c'est une radio, et donc on pose des lignes de grains, et normalement ils doivent être bien alignés comme ça, quoi. Là ils sont relativement bien alignés, mais ils ne le sont pas toujours pour différentes raisons. Alors, tout d'abord, il y a des difficultés dues au fait que, vous avez 13 x 13 trous, donc il y a quand même peu de degrés de liberté, il n'y a qu'une seule direction. Et souvent, justement, pour calculer ce nombre de grains et leur position, les modèles de dose, les modèles physiques, sont assez simplifiés par rapport à ce qu'on utilise dans la radiothérapie conventionnelle. Et puis, de la même façon, c'est assez difficile de voir les organes et ce qu'on est en train de faire sous échographie. Donc, ce que vous voyez en haut, là, cette image de prostate, elle est pas mal quand même, hein, on voit des fois bien moins que ça. Mais ce que vous voyez là, c'est les images des aiguilles qu'on insère, donc déjà, ça fait pas mal d'artefacts. Et puis ça, c'est les petits grains qu'on voit. Et comme c'est métallique, ça flash et c'est pas si facile de voir ce qu'on fait. Et puis, il y a un autre problème, c'est que tout ça, ça bouge. Hein, la prostate, elle a beau être confinée dans votre corps, elle bouge avec le rectum, la vessie, avec la position, avec la respiration. Quand vous mettez une sonde échographique, ça la fait bouger. Quand vous mettez une aiguille dedans, ça la fait bouger. Donc, plein d'imprécisions possibles. Donc, les moyens d'améliorer ça, c'est de travailler à la fois sur l'acquisition des images, de faire de la multimodalité, d'automatiser les traitements d'images, d'avoir des modèles dosimétriques. Alors nous, on n'a pas travaillé là-dessus, mais il y a pas mal de systèmes qui sont basés sur du deep learning, où on fait de la simulation de Monte-Carlo très précise en apprentissage, et puis après, on est capable d'inférer des positions de grains de manière très rapide en péropératoire. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit qui est important, c'est que toutes ces décisions à faire, cette imagerie, cette implantation, ça se fait au bloc opératoire. Et donc la contrainte de temps est très grande. Donc vous ne pouvez pas avoir un truc qui planifie pendant des heures pour attendre le résultat. Et puis in fine, on peut mettre des robots pour insérer les grains, parce qu'il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait Bac+12 pour aller mettre une aiguille dans un trou qui est très défini. Et comme tout ça bouge, il faut être capable de faire ça itérativement pendant le geste, et donc ce qu'on appelle la curithérapie adaptative. Alors, sur le côté robotique, il y a plein de gens qui ont fait plein de choses. Voilà, vous voyez des dispositifs, il y en a pléthore. Il y a eu plein de recherches avec plein de solutions, soit sous échographie, soit sous IRM. Mais en fait, aucun de ces systèmes n'a jamais vu son industrialisation. Alors, nous, on a travaillé sur une autre approche. Alors, le côté robot n'est pas fantastiquement original et excitant. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait, c'était de connecter ce robot avec la capacité de suivre la position de la prostate. Parce que si vous faites un truc qui est hyper précis, mais que la cible, elle bouge comme ça et que vous n'êtes pas capable de suivre ce bouger, la précision du robot a peu d'intérêt. Et donc, on a travaillé sur une méthode qui utilise des images échographiques 3D et qui permet, comme ça, à chaque insertion d'aiguille, d'être capable de voir comment la prostate a bougé, comment elle s'est déformée, et de mettre à jour un planning. Et donc, c'est ce qu'on avait développé en particulier dans une autre application qui s'appelle la biopsie de prostate, qui a une autre problématique, mais qui est de même ordre, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte les bougées des formations de prostate. Et donc, on a développé des méthodes de recalage automatique de volume 3D. Donc, ce que vous voyez, hein, la petite animation, en fait, à chaque fois, c'est deux volumes échographiques. Alors, dans le truc de gauche, c'est avant le recalage, et dans le truc de droite, c'est après le recalage. Donc c'est un recalage qu'on appelle élastique, puisqu'il y a non seulement un bouger de l'organe, mais une déformation. Et vous voyez qu'avant, alors même si vous n'êtes pas un grand spécialiste de la prostate, si ça repart, vous voyez que sur l'image de gauche, ça ne se correspond pas, hein, les bouts de prostate ne se correspondent pas, alors que l'âge.
et sur l'image de droite, eh bien, on a fait le recalage. Et donc ces dispositifs qu'on a développés avec donc des équipes cliniques à la Pitié-Salpêtrière, à Paris et à Grenoble, eh bien, il a été industrialisé par une boîte qui s'appelle Quellis, et donc alors pas dans le contexte de la radiothérapie, mais comme je vous ai dit, dans le contexte des biopsies. Et donc Quellis, c'est son fonds de commerce, et je crois qu'il y a à peu près 1 million de patients sur les biopsies qui ont été traités avec l'aide de systèmes de recalage d'images. Donc ce qui était intéressant, c'était le côté un peu automatique, robustesse et tout ça, puisque là encore, vous avez un utilisateur qui n'est pas informaticien, il faut que le truc marche tout seul et soit précis et robuste. Alors après, on a travaillé sur d'autres choses qui sont ce qu'on appelle le needle steering. Alors quand vous enfilez une aiguille, vous voyez une aiguille biseautée, là, comme quand on fait une prise de sang, les aiguilles de curithérapie sont assez longues. Et en fait, quand vous insérez selon une trajectoire linéaire votre aiguille, naturellement, à cause du biseau, elle va se courber, elle va faire un arc de cercle. Donc, ce qui est embêtant, hein, si on va aller tout droit. Mais on peut utiliser ça, si on est capable de le modéliser et de le comprendre. On peut se servir de ce truc-là pour faire des trajectoires complexes. Vous allez faire des courbes avec une aiguille qui n'a que des translations et des rotations axiales. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Alors je vais passer parce que sinon ça va être trop long. Donc sous contrôle échographique, donc vous voyez c'est des images pas faciles, il y a plein d'artefacts, hein, on en voit un là, ce qu'on appelle une queue de comète. Et donc il faut être capable en temps réel de détecter où est une aiguille dans un volume échographique, d'utiliser un modèle, d'utiliser toutes ces informations pour planifier la trajectoire, là encore en temps réel, pour atteindre une cible. Alors, je n'ai pas trop le temps, mais voilà, c'est des choses un petit peu de l'état de l'art, de pilotage d'aiguilles flexibles. Et là encore, une des grosses contraintes, c'est le temps réel, être capable, voilà, il y a plein de trajectoires possibles. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment la planifier à chaque instant avec la situation échographique du moment, en faisant ces images en temps réel, hein, on a à peu près un volume par seconde, eh bien on va être capable de faire une planification temps réel vers la cible. Donc on ne rentre pas dans les détails techniques, mais vous voyez, c'est des travaux où on a travaillé déjà sur ce qu'on appelle des fantômes, donc des choses qui miment la réalité anatomique. Et après, on a fait des fantômes plus ou moins complexes, des fantômes qui sont inhomogènes, des fantômes avec des obstacles, etc. Puis sur des tissus biologiques, et puis après, on est allé au bloc opératoire pour faire des tests. Pas au bloc opératoire, au labo d'Anat. Voilà. Alors, vous voyez que dans tous ces systèmes, justement, il y a ce truc translationnel où on part d'un problème clinique plus ou moins bien spécifié. Je voudrais faire de la curithérapie sans trop m'embêter, que ça soit très précis et que je soigne bien mon patient. Et puis, on passe par différents aspects, des choses de recherche assez amont, sur lesquelles on va faire des publis plutôt dans des journaux scientifico-techniques. Et puis après, on peut avoir de la valo également, des brevets liés à des concepts et tout. Et puis, il y a toujours des phases de prototypage, d'abord au labo, après ça peut être des évals au labo d'anatomie. Et puis après, on peut avoir des essais cliniques. Donc là, ça devient compliqué. Et si on a de la chance et de la persévérance, eh bien, des fois, il y a des produits industriels qui vont être, là encore, évalués, mais dans une pratique de tous les jours. Et ce truc-là réalimente la pompe. Là, typiquement, curithérapie, quand on avait commencé, on a travaillé vraiment que sur des problèmes de traitement d'image. Et puis après, ça nous a emmené à d'autres problèmes, puis à la robotisation, puis aux aiguilles flexibles, etc. Alors, le labo se situe, en tout cas mon équipe se situe plutôt dans ces 3 quarts pré-industriels. Et on a essayé depuis longtemps d'avoir des partenaires industriels pour aller plus loin. Et maintenant, c'est indispensable quand on veut avoir des essais cliniques.
Alors, on a quand même eu quelques réussites, là. Bon, on se fiche un peu des détails, mais vous voyez, c'est plein de choses. 89, c'était le robot de Neurochir. Donc, c'était vraiment c'était des premières à la fois scientifiques et médicales. Et puis après, on a eu toute une gamme d'autres travaux sur des choses en orthopédie, en chirurgie cardiaque, en radiothérapie, en urologie, etc. Et donc, ce qui figure là jusqu'en 2006, c'est des choses où on est allé jusqu'à des essais cliniques sur patients. Alors, les petites étoiles vertes, c'était des projets dont j'avais la responsabilité. Les petits trucs bleus, c'est là où j'ai participé, mais dans le projet de collègues. Et puis les autres, c'est des projets d'autres collègues. Alors, des fois, ça marche bien. Vous voyez, ce robot de Neurochir, eh ben, il y a eu le premier patient en 89 et il est toujours vendu, ce truc-là. Les boîtes se sont rachetées. Et à l'heure actuelle, alors c'est une version un peu modernisée, évidemment, avec les traitements d'image de maintenant, etc. Mais c'est toujours le même concept. On a eu d'autres travaux sur de la chirurgie du genou. Un autre système, le système que j'ai évoqué, le robot portendoscope, où vous voyez, on a fait plein de dispositifs avec des idées diverses et variées d'actionnement. Déjà, on avait un système avec des muscles de McKibben, actionnement pneumatique. Après, on a fait des machins à câbles. Et après, finalement, on a eu ce petit robot avec les moteurs intégrés sur le robot. Et ça, c'est devenu un dispositif industriel. Mais vous voyez, l'histoire peut être assez longue. Et encore là, c'était assez facile. Et ça nous a fait repartir sur d'autres problématiques, là encore, d'asservissement visuel. Parce que je vous ai dit, ce petit robot, en fait, il est actionné à la voix. Et en fait, c'est quand on opère pendant 6 heures et qu'il faut dire au robot « move left, move up », etc., c'est insupportable pour tout le monde. Et donc l'idée, c'était d'avoir des automatismes, par exemple, pour que le robot, le portendoscope, fasse en sorte qu'on voit toujours tel instrument dans cette zone ou tel organe. Et donc, ça a généré plein de recherches plutôt sur des traitements d'image, d'abord avec des méthodes conventionnelles, puis maintenant plutôt avec des choses de deep learning. Alors il y a aussi des trucs qui n'ont pas marché jusqu'au bout, pour des raisons diverses et variées. On a pu aller assez loin, je regarde l'heure, on a pu aller assez loin sur par exemple, un robot de télééchographie qu'on avait développé avec France Télécom R&D à Grenoble, où on a fait 2 évaluations cliniques, où un opérateur pouvait faire une échographie à distance et avoir un retour d'effort et un retour d'image. Et puis d'autres choses, alors on n'a pas le temps de détailler, mais ouais, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher jusqu'au bout. Ça peut être purement industriel, ça peut être voilà, plein d'autres choses. Vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Alors, à l'heure actuelle, dans le marché de la robotique médicale, là j'ai mis quelques photos, mais il y a à peu près une centaine de produits. Un gros paquet, c'est ce que je vous ai dit, les trucs laparoscopiques, hein, qui fonctionnent peu ou prou comme le Da Vinci. Il y avait plein de brevets, les brevets sont arrivés à échéance, et donc maintenant il y a plein de robots chinois qui font la même chose, ou robots d'Asie du Sud-Est, et pas que. Après, je vous ai dit, il y a la radiothérapie, il y a l'orthopédie, donc beaucoup de choses pour les implants. Tout ce qui concerne la tête, donc c'est neurochirurgie, ça peut être ORL, ça peut être ophtalmo, ça peut être des stimulations transcrâniennes, pour par exemple traiter des choses psychiatriques. Et puis il y a toute la gamme de radiologie interventionnelle, cardiologie interventionnelle. Alors ce qui est intéressant et triste d'une certaine manière, c'est que finalement, il y a eu plein d'innovations technologiques et tout ça en recherche en robotique médicale, mais finalement, les produits industriels sont très conservatifs. Souvent, c'est de la téléopération, souvent, c'est des robots qui ressemblent à des robots industriels plus standards. Et en fait, même les trucs très innovants, des fois les boîtes ont très bien marché, mais ont été rachetées par des plus grosses boîtes pour enlever l'innovation et vendre leur gros bazar. Donc voilà, c'est un truc un petit peu frustrant quand on est chercheur et qu'on a envie que les choses aillent au bout. Alors, je vais
Ouais, c'était juste pour vous dire que les choses qui nous excitent en ce moment au labo, c'est typiquement les robots continus, là, comme ce petit dispositif que vous avez vu, qui sont très difficiles à modéliser. Alors soit on dit c'est juste géométrique, mais c'est pas juste géométrique, soit on fait de la mécanique, mais la mécanique des milieux continus dans le corps humain, c'est super compliqué. Soit on essaye d'apprendre des trucs avec des réseaux de neurones, mais c'est pas facile non plus et c'est assez limité. Et puis, tous ces dispositifs, justement, ils sont en interaction avec des tissus humains, avec des paramètres mécaniques qu'on ne connaît pas, et donc il y a toute une problématique, là encore, de modélisation patient spécifique, pour pouvoir utiliser ces choses-là autrement qu'en faisant de la téléopération, mais en ayant des choses un petit peu plus intelligentes que ça. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et voilà, j'ai des photos d'il y a longtemps. Voilà, avec Stéphane Lavalée. Alors Stéphane Lavalée, c'est le monsieur qui avait fait sa thèse, c'était le robot de Neurochir à Grenoble. Et il a été chercheur CNRS au labo pendant quelques années, il était très brillant, et après il est devenu industriel et il a plein d'entreprises dans le domaine. Et voilà, et donc c'est un des grands employeurs dans le domaine des GMCAO en France. Et je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions de toutes sortes.